Bonsoir, goedenavond, welcome by Palace. Bienvenue ce soir pour notre Club 35 de presentaties zal in het Frans zijn, waar de film heeft Nederlands ondertitels. Bonsoir, donc ce soir on vous propose, dans notre Club 35, donc chaque mois on vous montre un film classique dans sa forme originelle, 35 mm. Ce soir on parle western, on parle guerre des formats dans le Hollywood des années 50, le film date de 1958, et pour nous en parler, on a encore la chance, ça devient une grande habitude maintenant, d'avoir notre ami Fabrice Duels, cinéaste, scénariste, et notre ami Jean-Pierre Versker, historien des techniques du cinéma. Je vous demande de les applaudir. Bonsoir. On est ravis de voir du monde. On ne s'attendait pas à voir autant de monde, très franchement. Alors, c'est une rareté qu'on va vous montrer aujourd'hui. Vraiment, un film sauvé des eaux, enfin sauvé de la hache. Jean-Pierre vous en parlera. Moi, j'aimerais juste remettre un peu George Marshall dans son contexte. George Marshall n'est pas William Wyler et il est encore moins Alfred Hitchcock. C'est un cinéaste. Pourtant, ils ont des points communs. Ils commencent plus ou moins en même temps, donc au début de Hollywood en fait. Ils commencent à travailler vers 1910. Marshall occupe tous les échelons de l'Universal. Il commence à faire des films dans la période muette. Il fait des westerns principalement, et puis très vite il fait des comédies. Il a un sens de la comédie. Il fait des comédies muettes avec W.C. Field, avec Laurel et Hardy, avec Jerry Lewis. Et très vite il démontre un talent pour la comédie. Donc il fait énormément de comédies. Il a une carrière absolument incroyable. 150 films quand même. C'est hallucinant, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Pourtant, très très peu ont survécu. Qui connaît véritablement les films de George Marshall ici? Alors lesquels? Alors on peut. Il en reste quelques-uns. Enfin, j'en ai vu très peu, mais Pardon. On peut parler de Femme ou démon avec Marlène Dietrich avant-guerre. On peut parler du Dahlia bleu avec Alan Ladd qui fait juste après la guerre en 1946, je crois. Et quand il fait ce film, The Shipman, donc qui est en 1958, qui est sorti en 1959, juste pour vous remettre dans le contexte de l'époque, je dois le tenir plus haut, pardon. Le contexte de l'époque, c'est que Hollywood traverse une phase absolument miraculeuse pour le western. C'est-à-dire qu'on est à la fin des années 50. John Ford a fait La prisonnière du désert. John Sturges a fait Règlement de compte à Hockey Choral. Arthur Penn a fait Le Gaucher. Samuel Fuller a fait Jugement des flèches. Enfin, c'est hallucinant. C'est vraiment une période. Delver Daves a fait 3h10 pour Yuma. Enfin, c'est vraiment une période écrasante du western. C'est vraiment très impressionnant. Et Howard Hawks, un an après, fait Rio Bravo. Donc vous voyez à quel point le genre à l'époque est vraiment très très puissant. Marshall, qui est un petit maître, ce qu'on appelle un petit maître, qui a officié dans plein de genres, il a fait quelques westerns. Ici, c'est un western, mais c'est presque une comédie. Vous allez voir que c'est un film qui emprunte beaucoup au ressort comique. C'est presque un western parodique. Les trois quarts du film c'est une comédie. Vous allez voir que le dernier quart est un film presque au premier degré. Le film est porté par un casting exceptionnel. Il y a Glenn Ford, qui à l'époque est une immense star. Il sort des films de Delver Daves, Cowboy et 3h10 pour Yuma. Shirley MacLaine, toute jeune, quelques années après ses débuts avec Hitchcock, qui a tué Harry. D'ailleurs, pour ceux qui aiment Shirley MacLaine, un petit détail qui mérite d'être précisé, parce que dans le film, vous allez voir Shirley MacLaine avec des cheveux longs, ce qui est unique. Je pense que c'est unique.
Il y a Leslie Nielsen aussi, tout jeune, qui sort du succès de La planète interdite, de Fred Wilcox, qu'on retrouvera bien sûr et que tout le monde connaît par la saga des « Y a-t-il un flic dans » et « Y a-t-il un pilote dans l'avion », qui est devenu une immense star après, mort en 2010, je crois. Et donc, ce film... qui est assez méconnu, en fait, est une étrangeté que grâce à Jean-Pierre, on va pouvoir découvrir. Mais c'est un film qui est un film charnière, c'est-à-dire qu'on est à la fin des années 60. Vous savez que donc c'est l'âge d'or du cinéma du western. Cet âge d'or va se terminer parce qu'il y a un autre western qui commence, et c'est le western à l'italienne, qui naît quelques années plus tard, dès 1963, les western spaghetti. Et ce film anticipe, étonnamment, l'arrivée du western spaghetti, par son côté parodique. Et vous allez voir que Glenn Ford, qui est aussi à l'aise dans la comédie que dans le drame, ici vous allez en voir encore la preuve éclatante, campe un personnage qui est à la limite de la caricature et de la parodie, qui anticipe lui aussi les personnages de western italiens qu'on adore. Je pense à Giuliano Gemma, je pense à Terence Hill, je pense à excusez-moi, j'ai Thomas Milan, pardon. Tous ces gens qui ont fait les beaux jours et les grandes heures du cinéma parodique italien, du western italien. Donc, je vous laisse découvrir ce film qui est encore une fois sauvé de la catastrophe, et je laisse Jean-Pierre vous expliquer ce qui s'est passé exactement. Merci à vous. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Toi, ça fonctionne? Oui. Toi, tu parles du fond. Moi, je suis incapable de parler du fond. Par contre, effectivement, comme tu l'as dit, ce film est sauvé. Et tu dis, grâce à moi, je vais m'expliquer. Et Eric, le directeur du Palace, parle de la guerre des formats. Eh bien, on va parler des deux. Et en fait, vous avez une chance extraordinaire. Et j'ai envie de vous comparer à celui qui découvre un tombeau égyptien et qui, pour la première fois, rentre dans un tombeau qui a plusieurs milliers d'années, qui a toujours un ciel avec des étoiles. Je parle du tombeau, où il y a de nombreux hiéroglyphes. Certains sont abîmés, mais ils sont toujours lisibles. Eh bien, c'est un moment tout à fait extraordinaire, même si certains hiéroglyphes ont été volontairement abîmés. Et si je vous dis ça, c'est parce que la copie que vous allez voir ce soir est d'une rareté tout à fait exceptionnelle. Alors, pourquoi tu dis grâce à Jean-Pierre? Eh bien oui, j'avais pas 20 ans quand je passe devant le distributeur de la Metro-Goldwyn-Mayer ici à Bruxelles, et je vois que dans les sacs poubelles qui sont ramassés par la voirie, je vois qu'il y a à l'intérieur des sacs des bobines de pellicule. Et en fait, dans les sacs, il y a des films détruits à la hache. Alors, je suis très curieux que vous ne connaissiez pas ça, mais moi, depuis que je suis gosse, depuis que j'ai 14-15 ans, on me dit que les distributeurs, principalement les distributeurs américains, détruisaient les copies lorsqu'ils sont en fin d'exploitation. À la hache. Oui, et ils les détruisaient afin d'être certains que les films ne soient pas redistribués clandestinement en Belgique ou à l'étranger. Et donc, c'était bien connu quand j'avais 14 ans. On détruit les films à la hache. OK. Ce que j'ai découvert dans les sacs, ce sont effectivement des copies détruites à la hache. Mais j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que, en règle générale, après avoir discuté avec les magasiniers qui me disaient « mais on détruit toutes les bobines, chaque bobine passe à la hache et un huissier vient vérifier si c'est bien détruit ». Eh bien, la copie que vous allez voir ce soir est une copie miraculeusement sauvée, car il n'y a que 2 bobines qui ont reçu des coups de hache et où les bobines étaient bien serrées, donc la hache n'est pas rentrée profondément dans la matière. Mais ça veut dire que pendant 4 moments dans le film, et là je vais vous demander d'être indulgent, pendant 4 moments dans le film, vous allez voir des lignes blanches dans l'image. Par contre, c'est exceptionnel, car le film n'a jamais été déposé dans des centres d'archivage. Donc il est aujourd'hui quasi impossible
de revoir ce film en pellicule, en 35 mm, en cinémascope, en Technicolor et surtout en son Perspecta. Alors, nous avons équipé la cabine du Palace avec le système de l'époque et comme Eric vous l'a dit, on est en pleine guerre des formats. Alors la MGM choisit un système sonore qui, pense-t-il, est le meilleur du monde. Mais qui sait ce qu'est le Perspecta? Alors, à l'époque... Oui, excuse-moi. Ah, ok, désolé. On a... Ça veut dire qu'il est temps de se taire. Donc, alors, ça veut dire que qui sait ce qu'est le Perspecta? En réalité, il y a eu plus de 103 systèmes sonores ont jalonné l'histoire du son au cinéma et plus de 60 systèmes images. Comment voulez-vous que le public s'y retrouve? C'est aujourd'hui encore très compliqué pour les archivistes. Et donc, la MGM se dit... on va expliquer au public ce qu'est le Perspecta. Et il réalise un petit film de 8 minutes que vous allez découvrir, qui est destiné au public et qui prouve que le système Perspecta, le son stéréophonique que vous allez entendre dans quelques instants, est le meilleur système du monde. On est en 1958. Attention, ne comparez pas avec le son haute fidélité que vous avez chez vous dans votre living en écoutant un CD. Ça n'a rien à voir. On est bien d'accord, hein, ce qui se passe ici à 70 ans. Alors, voir une copie de cette époque dans sa forme originelle, dites-vous bien que c'est quelque chose d'exceptionnel. Je travaille en collaboration avec une vingtaine de cinémathèques dans le monde et je vous dis que ce que vous allez voir aujourd'hui, aucune archive est en mesure de le faire, sauf la Cinémathèque française, que j'ai moi-même installée dans ce procédé. Alors, à l'époque, dans les avant-programmes, il y avait toujours un dessin animé. Eh bien, je trouve, après ça j'arrête, mais je voudrais que vous trouviez ce moment exceptionnel, car il l'est réellement. Dans les avant-programmes à l'époque, il y avait toujours un dessin animé. Eh bien, j'ai découvert aussi, dans ces fameux sacs, une autre fois, d'ailleurs pas en même temps que The Sheepman, j'ai trouvé un Tex Avery en son stéréophonique. Alors vous allez voir un Tex Avery dans le format image Académie, c'est une image à peu près carrée, et dans les moments clés du dessin animé, le son stéréophonique s'ouvre et le son sort dans les 3 haut-parleurs avant. Eh bien c'est exceptionnel aujourd'hui de voir un Tex Avery comme dans les années 50. Je répète, nous sommes en pleine guerre des formats entre les majors, ça veut dire que toutes les majors se battaient afin d'offrir au public le meilleur spectacle possible. Et à la Fox, ils avaient un autre système sonore et d'image, à la RKO aussi, et à la MGM aussi. Ce soir, c'est une soirée MGM, une soirée réellement archéologique. J'espère que vous allez profiter de cela. Je prends un risque, aussi bien par rapport à la direction du Palace que par rapport à vous, car les copies ne sont pas en très bon état. Et en faisant les tests tout à l'heure, en faisant le test du film de démonstration, on a dû relancer la projection. Donc soyez indulgents, si ça doit arriver maintenant, eh bien dites-vous bien que c'est ça, les hiéroglyphes qui sont abîmés dans ce tombeau égyptien. On ne sait pas faire autrement. Eh ben on va se lancer, hein. Suspense. Merci. Bon film. Avant de lancer le film, je vous donne les prochains Club 35, puisqu'on les a jusqu'au mois de juin. Donc on a The Man Who Shot Liberty Valance, donc ça ce sera aussi à Western le 7 mars. Le 4 avril, un film de Oliver Stone qui n'est pas très connu mais qui est très chouette, U-Turn. Le 2 mai, et ça c'est Jean-Pierre qui est excité comme une puce à l'idée de pouvoir le faire, on vous montrera Dr Givago. Et enfin, au mois de juin, ce sera encore un western, le 6 juin, Gunfight at the OK Corral. Voilà, toutes les infos sont sur le site et on espère vous y voir. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée, une très bonne vision. Merci Fabrice, merci Jean-Pierre. Merci Eric.